Il y a quelque chose dans les profondeurs du Loch Ness. Depuis près de 1500 ans, des milliers de personnes ont vu quelque chose d'inexplicable émerger de ces eaux noires et glacées. Plus de 1100 témoignages officiels, des dizaines d'expéditions scientifiques, des millions de dollars investis dans la recherche. Et pourtant, le mystère reste entier. Alors, que s'est-il vraiment passé dans ce lac écossais qui a réussi à captiver le monde entier pendant presque un siècle? Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux, explorer les preuves scientifiques les plus récentes et comprendre pourquoi ce monstre continue de fasciner même après que la science ait parlé. Installez-vous confortablement parce qu'on plonge dans l'une des énigmes les plus captivantes de l'histoire moderne. Avant de parler des photos virales et des expéditions modernes, il faut remonter bien plus loin dans le temps. La première mention écrite du monstre date de l'an 565 après Jésus-Christ. Un moine irlandais, Saint Columba, aurait rencontré une créature terrifiante dans la rivière Ness. Selon la légende, alors qu'il voyageait en Écosse pour convertir les Pictes au christianisme, il tomba sur des habitants en train d'enterrer un homme. Cet homme venait d'être attaqué par une bête aquatique qu'il avait entraîné sous l'eau. Columba envoya alors l'un de ses compagnons nager dans la rivière pour récupérer un bateau. Et la créature surgit de nouveau. C'est là que le saint aurait levé la main, fait le signe de la croix et ordonné à la bête de reculer. Et apparemment, elle obéit. Maintenant, avant de crier au miracle, rappelons-nous qu'on parle d'un texte religieux écrit un siècle après les faits. Ce genre de récit était monnaie courante à l'époque pour illustrer le pouvoir de la foi chrétienne sur les forces païennes. Mais l'intéressant, c'est que cette histoire montre qu'il y avait déjà une tradition de créatures aquatiques mystérieuses dans cette région d'Écosse. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 21 observations ont été documentées. Mais elles restaient sporadiques et locales. Les Écossais avaient leur propre légende de Kelpie, ces chevaux d'eau maléfiques qui prenaient une forme séduisante sur Terre pour attirer les voyageurs avant de les entraîner dans les profondeurs. Un conte local raconte qu'au début des années 1800, un homme nommé James MacGregor aurait croisé l'un de ces Kelpies près du Loch Ness. Plutôt que de monter sur ce magnifique étalon, il dégaina sa clé mort et lui coupa la bride, source de ses pouvoirs. Le Kelpie supplia de lui rendre cet objet magique, mais MacGregor s'enfuit chez lui, sauvant ainsi la région de futures disparitions. Ces histoires montrent à quel point les légendes de créatures aquatiques étaient ancrées dans la culture locale, bien avant que Nessie ne devienne une star mondiale. Mais ce qui a vraiment transformé une légende folklorique locale en phénomène mondial, c'est l'année 1933. Et devinez quoi? C'est en grande partie à cause d'une route. Cette année-là, on termine la construction de nouvelles routes le long de la rive nord du Loch Ness, offrant pour la première fois des vues dégagées et continues sur le lac. Jusqu'alors, l'accès était difficile et les gens ne passaient pas leur temps à scruter l'eau. Le 15 avril 1933, Aldi McKay, gérante de l'hôtel de Drumnadrochit, roule sur cette nouvelle route quand ils aperçoivent quelque chose d'énorme dans l'eau. Elle le décrira comme une créature ressemblant à une baleine, se roulant et plongeant dans le loch, créant des remous spectaculaires. Le journaliste Alex Campbell rédige l'article pour l'Inverness Courier, publié le 2 mai 1933. C'est dans cet article que le terme monstre apparaît pour la première fois, suggéré par l'éditeur Evan Barron. Et là, c'est le début de la folie médiatique. Le 22 juillet de la même année, George Spicer et son épouse vivent une expérience encore plus bizarre. Ils roulent sur la route quand, à environ 200 mètres devant eux, ils voient une forme grise traverser la route. Spicer la décrit comme ayant un corps massif d'environ 1,20 m de haut et 7,5 m de long, avec un long cou ondulant. Pas de pattes visibles, la chose se précipite vers le lac en laissant une traînée de végétation écrasée derrière elle. Spicer dira plus tard que c'était l'approche la plus proche d'un dragon ou d'un animal préhistorique que j'ai jamais vu de ma vie. C'est Spicer qui, en août 1933, suggère pour la première fois que ce monstre pourrait être une sorte de reptile préhistorique. 5 jours plus tard, un journaliste fait le lien avec un plésiosaure, ces reptiles marins à long cou de l'ère du Jurassique. Et voilà, l'image populaire de Nessie est née. Les lettres affluent au journal. Tout le monde veut raconter ce qu'il a vu. On parle de poissons monstres, de serpents de mer, de dragons. La presse londonienne envoie des correspondants. Un cirque offre même une récompense de 20 000 livres sterling pour capturer la bête. Le Loch Ness devient le centre de l'attention mondiale. En novembre 1933, Hugh Gray prend la première photographie prétendument du monstre. Il promène son chien près du village de Foyers quand il voit une grande créature émerger de l'eau et il prend plusieurs clichés. Une seule photo est exploitable.
montrant une forme floue avec ce qui pourrait être un long cou et un corps épais. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement de son chien nageant avec un bâton dans la gueule, mais le débat reste ouvert. Et puis arrive ce qui deviendra l'image la plus iconique du monstre du Loch Ness. Le 21 avril 1934, le Daily Mail publie ce qu'on appellera la photo du chirurgien. On y voit ce qui ressemble à un long cou et une petite tête émergeant des eaux sombres du loch. La photo est attribuée à Robert Kenneth Wilson, un gynécologue londonien respecté. Wilson raconte qu'il était en Écosse pour une partie de chasse au canard quand il a remarqué une agitation à la surface de l'eau. Il a rapidement pris 4 photos avec un appareil emprunté, dont 2 seulement montraient quelque chose de clair. Cette photo va devenir l'image définitive du monstre du Loch Ness. Elle circule dans le monde entier. Les gens savent maintenant à quoi ressemble Nessie. L'image correspond parfaitement à l'idée d'un plésiosaure survivant. C'est exactement ce que tout le monde veut croire. Et pendant 60 ans, cette photo va alimenter le mythe. Mais voilà le truc, tout était bidon. Une arnaque monumentale qui n'a été révélée qu'en 1994. Cette année-là, Christian Sperling, 90 ans et proche de la mort, fait une confession explosive à 2 chercheurs du Loch Ness, David Martin et Alastair Boyd. Il révèle avoir fabriqué le monstre en 1934 avec son beau-père, Marmaduke Wetherell. Alors, qui était ce Wetherell et pourquoi a-t-il fait ça? Petit retour en arrière, en décembre 1933, le Daily Mail avait engagé Wetherell, un chasseur de gros gibier célèbre, pour localiser le monstre. Wetherell trouve de grandes empreintes sur la rive du lac qu'il attribue à un animal très puissant, aux pattes souples, d'environ 6 mètres de long. Le journal publie la découverte en fanfare. Sauf que les zoologistes du Musée d'Histoire naturelle de Londres examinent les traces et découvrent qu'elles sont toutes identiques et qu'elles ont été faites avec un cendrier ou un porte-parapluie ayant une patte d'hippopotame séchée comme base. On ne sait pas si Wetherell était complice ou victime, mais le Daily Mail le ridiculise publiquement. Humilié et furieux, Wetherell décide de se venger. Son fils se souviendra plus tard de lui disant « On va leur donner leur monstre ». Il contacte Sperling, sculpteur et spécialiste des maquettes, et lui demande de fabriquer un monstre convaincant. Sperling achète un sous-marin jouet chez Woolworth d'environ 30 cm de long et fixe sur la tourelle une tête et un cou sculptés dans du mastic de bois. Il place le modèle sur le loch et prennent des photos. L'astuce, il recadre l'image pour masquer l'échelle réelle. Dans la version originale non recadrée, on voit clairement la rive opposée du loch, montrant que le monstre n'est qu'à quelques mètres du bord et ridiculement petit. Wetherell confie ensuite les photos à Robert Wilson, dont le rôle était de servir de façade crédible. Wilson était un homme respecté, et le fait qu'il refuse d'associer son nom à la photo a ajouté une aura de mystère et de crédibilité. Il prétendra toujours avoir pris la photo lui-même. L'Association médicale britannique le sanctionnera même pour avoir permis que son nom soit associé à cette publication, ce qui était considéré comme une violation de l'éthique professionnelle. Pendant 6 décennies, cette photo a fasciné l'image populaire du monstre du Loch Ness. Elle a été analysée, scrutée, débattue. En 1984, Stewart Campbell, dans un article du British Journal of Photography, avait déjà conclu que l'objet dans l'eau ne pouvait mesurer que 60 à 90 cm de long maximum. Probablement une loutre ou un oiseau marin. Mais ce n'est qu'avec les aveux de Sperling en 1994 que la vérité éclate au grand jour. La révélation fait des gros titres, mais curieusement, elle n'a que légèrement refroidi l'enthousiasme des croyants et des touristes. Le mythe était devenu plus fort que la réalité. Et la photo du chirurgien n'était que le début. Au fil des décennies, d'innombrables autres canulars ont vu le jour. En 1960, l'ingénieur aéronautique britannique Tim Dinsdale filme ce qui semblait être une bosse sombre se déplaçant dans l'eau. Le film est granuleux et peu concluant, certains pensant qu'il montre un bateau, mais il ajoute au mythe. En 1977, le magicien Anthony Doc Shields prétend avoir invoqué la créature hors de l'eau près du château d'Urquhart et prend ce qu'il affirme être les photos les plus claires du monstre jamais obtenues. Il la décrit comme un calmar-éléphant avec un long cou servant de tronc. L'absence de rides à la surface de l'eau et l'aspect translucide de l'image ont rapidement fait crier au trucage. En 2012, le capitaine George Edwards affirme avoir photographié Nessie le 2 novembre 2011. Edwards prétend avoir passé 26 ans à chercher le monstre, passant 60 heures par semaine sur le loch à bord de son bateau, le Nessie Hunter 4, et pour emmener des touristes en excursion. Il déclare « À mon avis, ça ressemble probablement à un lamantin, mais ce n'est pas un mammifère. Quand les gens voient 3 bosses, ils voient probablement 3 monstres séparés. »
D'autres chercheurs questionnent rapidement l'authenticité de la photo et Steve Feltham, chercheur du Loch Ness, suggère que l'objet dans l'eau est une bosse en fibre de verre utilisée dans un documentaire de National Geographic auquel Edwards avait participé. Edwards finit par admettre que c'était un canular. La liste continue, entre les photos floues, les vidéos graineuses, les témoignages exagérés et les trucages délibérés, le monstre du Loch Ness a généré une quantité astronomique de fausses preuves. Mais pourquoi? Certains cherchent la célébrité, d'autres veulent attirer les touristes dans leur région, et quelques-uns trouvent simplement amusant de perpétuer le mythe. Alors, si vous aimez ce genre de contenu sur les mystères non résolus et les légendes fascinantes, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ça nous aide énormément à continuer à produire ce type de contenu. Allez, on continue. Malgré tous ces canulars, des scientifiques sérieux se sont penchés sur la question. Parce qu'au fond, si on met de côté les arnaqueurs, il reste des centaines de témoignages de personnes honnêtes qui ont vu quelque chose d'inhabituel. Alors, que se passe-t-il vraiment dans ce lac? Le Loch Ness est un endroit particulier. C'est l'un des plus grands lacs d'eau douce de Grande-Bretagne, mesurant environ 37 km de long, 1,5 km de large et atteignant 240 mètres de profondeur à son point le plus bas. Il contient plus de 7 milliards de mètres cubes d'eau douce, plus que tous les lacs d'Angleterre et du Pays de Galles réunis. L'eau est sombre et trouble, teintée de tourbe, ce qui limite considérablement la visibilité. Autrement dit, c'est l'endroit parfait pour qu'un monstre se cache, si tant est qu'il existe. Entre 1962 et 1977, le Loch Ness Investigation Bureau mène une enquête systématique. Des bénévoles surveillent le lac pendant des années. Ils ferment boutique en 1977 sans avoir trouvé de preuves significatives. En 1987, l'opération Deep Scan mobilise 24 bateaux équipés de sonars pour balayer toute la longueur du loch. Ils détectent 3 contacts sonars inexpliqués, mais rien de concluant. Les lectures pourraient correspondre à de gros objets, mais impossible de dire quoi exactement. Des bancs de poissons, des débris, un gros animal, le mystère reste entier. Au fil des ans, plusieurs autres expéditions sonars sont menées dans les années 80 et 90. Toutes reviennent avec des résultats similaires. Quelques lectures intrigantes, mais rien qui prouve l'existence d'une grande créature inconnue. En 2003, une autre recherche sonar complète du loch est effectuée par la BBC. Ils utilisent 600 sonars distincts pour couvrir chaque mètre cube d'eau. Résultat, aucun signe de monstre. Mais cela ne met pas fin au débat. Les croyants argumentent que le monstre aurait pu être dans une grotte sous-marine ou qu'il se serait simplement déplacé dans une zone non couverte au moment du balayage. Et puis, en 2018, une équipe internationale de scientifiques décide d'aborder le problème différemment. Au lieu de chercher visuellement ou avec des sonars, pourquoi ne pas chercher l'ADN du monstre? L'ADN environnemental ou ADNE. C'est une technique qui permet de détecter les traces génétiques que tous les organismes vivants laissent dans leur environnement. Chaque fois qu'un animal nage, mange, fait ses besoins ou perd des cellules de peau, il laisse de l'ADN dans l'eau. C'est comme une signature biologique invisible. Le professeur Neil Jamel de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande dirige le projet. En juin 2018, son équipe prélève plus de 250 échantillons d'eau à différentes profondeurs et à différents endroits du loch sur une période de 2 semaines. Il compare aussi ces échantillons avec ceux des 5 autres lacs écossais sans monstre pour avoir une référence. Les échantillons sont ensuite analysés en laboratoire. L'équipe séquence plus de 500 millions de séquences ADN et identifie environ 3000 espèces différentes vivant dans et autour du Loch Ness. Ils trouvent de l'ADN de 11 espèces de poissons, 3 amphibiens, 22 oiseaux et 19 mammifères. Ils détectent même beaucoup d'ADN d'espèces terrestres. Humains, chiens, moutons, vaches, cerfs, blaireaux, renards, lapins, campanules et diverses espèces d'oiseaux. Tout cela montre à quel point l'ADN environnemental peut être efficace pour cartographier la biodiversité. Mais le monstre du Loch Ness, zéro. Aucune trace. Pas d'ADN de plésiosaures, évidemment, ces animaux ayant disparu il y a 65 millions d'années. Pas d'ADN de grands reptiles non plus. Pas de requins du Groenland, pas de silures géants, pas d'esturgeons. Rien qui corresponde à l'idée d'une grande créature inconnue. Jamel est clair dans ses conclusions. Nous ne trouvons aucune preuve d'une créature qui serait même vaguement apparentée à un reptile de l'ère jurassique dans nos données de séquences d'ADN environnemental. Donc, désolé, je ne pense pas que l'idée du plésiosaure tienne la route sur la base des données que nous avons obtenues. Mais attendez, il y a un détail intrigant. Les chercheurs découvrent une quantité énorme d'ADN d'anguilles. Des anguilles partout, à pratiquement tous les endroits échantillonnés. Jamel déclare « Il y a une très grande quantité d'ADN d'anguilles. Les anguilles sont très abondantes dans le Loch Ness.
L'ADN d'anguille a été trouvé à peu près à chaque endroit échantillonné, il y en a beaucoup. Les anguilles européennes peuvent atteindre 1,2 à 1,8 mètres de long normalement. Mais certains plongeurs ont affirmé avoir vu des anguilles aussi épaisses que leurs jambes dans le loch. Est-ce une exagération? Difficile à dire. Les données ADN ne révèlent pas la taille des créatures, seulement leur présence. Donc existe-t-il des anguilles géantes dans le Loch Ness? C'est possible, mais pas prouvé. Gemmel conclut prudemment, sur la base de nos données, les anguilles géantes restent une idée plausible. C'est la théorie la plus probable qui ressort de cette étude. Pas aussi excitant qu'un dinosaure survivant, mais scientifiquement beaucoup plus crédible. Une anguille géante pourrait expliquer certaines observations de forme longue et sombre, se déplaçant dans l'eau, surtout dans la faible visibilité du loch. Il est important de noter que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Comme Gemmel le souligne, le Loch Ness est vaste et étant donné que les signaux d'ADN environnemental dans l'eau se dissipent rapidement, ne durant que quelques jours à quelques semaines au maximum, il reste la possibilité qu'il y ait quelque chose de présent que nous n'avons pas détecté parce que nous avons échantillonné au mauvais endroit au mauvais moment ou que notre méthode de métabarcodage n'a pas pu détecter Nessie parce que la séquence ne correspondait à rien dans les bases de données de séquence. Autrement dit, il y a toujours une petite marge d'incertitude. Mais pour la communauté scientifique, le verdict est assez clair. Il n'y a pas de monstre préhistorique dans le Loch Ness. Ce que les gens voient, c'est probablement des combinaisons de phénomènes naturels, d'animaux connus et de psychologie humaine. Alors, si ce n'est pas un plésiosaure, et probablement pas une anguille géante non plus, qu'est-ce que les gens ont vu pendant toutes ces années? Les scientifiques et sceptiques ont proposé plus de 85 théories différentes. Certaines sont tout à fait raisonnables, d'autres complètement farfelues. Parmi les explications sérieuses, on trouve les vagues et les sillages de bateaux. Le Loch Ness est long et étroit, ce qui peut créer des vagues inhabituelles, surtout par temps venteux. Un bateau passant peut créer un sillage qui, vu de loin, ressemble à quelque chose se déplaçant dans l'eau. Les reflets de lumière sur l'eau peuvent également créer des illusions d'optique. Les troncs d'arbres et débris végétaux sont une autre explication courante. Quand un tronc d'arbre flotte verticalement dans l'eau, ou avec juste une partie dépassant, il peut ressembler à un long cou. Les gaz de décomposition peuvent faire remonter ces troncs à la surface de manière soudaine et surprenante. Les phoques et loutres sont présents dans le loch, bien que de manière occasionnelle. Un phoque, nageant avec juste sa tête hors de l'eau, peut ressembler à quelque chose de beaucoup plus gros de loin. Les loutres, quand elles nagent en ligne, peuvent créer l'illusion de bosses multiples se déplaçant ensemble. Les oiseaux aquatiques, surtout les cormorans, peuvent aussi tromper l'œil. Quand ils nagent avec leurs longs coups tendus et leur corps partiellement submergé, ils peuvent ressembler à une créature mystérieuse. Et puis il y a des explications plus exotiques que certains ont proposées au fil des ans. L'idée d'éléphant de cirque venu se baigner est revenue 3 fois indépendamment en 1934, 1979 et 2005. Chaque fois, les personnes pensaient avoir une idée originale. On a aussi suggéré des baleines, des requins, des poissons-lunes, des anacondas, des chameaux, des morses, des originaux et même des commandos en tenue de plongée montés sur des chameaux pour des opérations secrètes au Moyen-Orient. Ouais, je vous jure, c'est pas une blague. Quelqu'un a vraiment envoyé cette théorie à Neil Gemmel. Bien au-delà des explications physiques, il y a un élément psychologique crucial. Ce phénomène s'appelle l'attention expectante. Quand on s'attend à voir quelque chose ou qu'on veut vraiment le voir, notre cerveau est plus susceptible d'interpréter des indices visuels ambigus comme étant la chose qu'on attend. Si vous vous promenez au bord du Loch Ness en ayant entendu toutes les histoires du monstre, votre cerveau est en mode recherche du monstre. Vous voyez un mouvement inhabituel dans l'eau, un reflet étrange, un objet flottant, et votre cerveau complète automatiquement l'image, c'est le monstre. C'est le même mécanisme psychologique qui explique les observations continues de tigres de Tasmanie, pourtant éteints depuis 1936, ou de Bigfoot en Amérique du Nord. Les gens veulent tellement que ces créatures existent qu'ils voient des preuves là où il n'y en a pas nécessairement. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette fascination continue-t-elle? Pourquoi, même après que la photo du chirurgien ait été révélée comme un canular, même après que les études ADN n'aient rien trouvé, les gens continuent-ils à croire, à chercher et à visiter le Loch Ness dans l'espoir d'apercevoir quelque chose? La réponse est profondément humaine. Les monstres et les créatures mythiques remplissent un besoin psychologique chez nous. Ils représentent le mystère, l'inconnu, la possibilité que notre monde rationnel et bien cartographié contienne encore des surprises. À une époque où presque chaque coin de la planète a été exploré, photographié et documenté par satellite, l'idée qu'une grande créature puisse encore se cacher dans un lac écossais est séduisante. Elle nous rappelle que la nature garde encore des secrets. Mais il y a aussi quelque chose de profondément réconfortant dans les légendes locales et des mythes. Le monstre du Loch Ness fait partie de l'identité écossaise. C'est une histoire qui unit les communautés, qui se transmet de génération en génération. Pour les habitants de la région,
Nessie n'est pas qu'un monstre. C'est un symbole culturel, une source de fierté locale et, soyons honnêtes, une source importante de revenus touristiques. Le tourisme lié à Nessie rapporte environ 80 millions de dollars par an à l'économie écossaise. Des milliers de personnes visitent le Loch Ness chaque année dans l'espoir d'apercevoir la créature. Il y a des musées, des centres d'interprétation, des croisières sur le lac, des boutiques de souvenirs. Toute une industrie s'est construite autour de ce mythe. Le Loch Ness Center de Drumnadrochit attire des visiteurs du monde entier avec ses expositions interactives, ses effets spéciaux et ses artefacts de recherche. Les observations continuent d'ailleurs. En 2025, la première observation potentielle de l'année a été signalée à Doris Beach, où quelqu'un a vu ce qui semblait être une grosse masse sombre sous l'eau calme. Chaque année apporte son lot de nouvelles observations, la plupart filmées maintenant avec des smartphones, analysées sur les réseaux sociaux, débattues dans des forums en ligne. Le registre officiel des observations du Loch Ness, tenu par Gary Campbell depuis 1996, continue de croître. Campbell, comptable de profession et croyant en Nessie, documente méticuleusement chaque observation rapportée, même s'il reconnaît que beaucoup peuvent avoir des explications rationnelles. Le docteur Maurice Burton, un zoologiste qui a passé des années à étudier le phénomène, a finalement conclu que la plupart des observations étaient probablement des matières végétales en décomposition remontant à la surface. Mais même lui admettait qu'il y avait quelques cas qui le laissaient perplexe. Des observations faites dans des conditions parfaites par des témoins multiples et crédibles qui ne correspondaient à aucune explication simple. Au-delà de la science et du tourisme, le monstre du Loch Ness est devenu un véritable phénomène de culture populaire. Nessie apparaît dans des dizaines de films, de séries télévisées, de livres et de jeux vidéo. Des dessins animés pour enfants aux thrillers d'horreur, la créature a pris 1000 visages différents. Dans les années 70, le film The Private Life of Sherlock Holmes, Billy Wilder, utilisait le monstre du Loch Ness comme élément central de l'intrigue. Plus récemment, des films comme The Water Horse, en 2017, ont présenté une version plus sympathique et familiale de la légende, racontant l'histoire d'un garçon écossais qui trouve un œuf mystérieux qui éclot en créature aquatique. Le film suggère que Nessie n'est pas une créature unique, mais une espèce qui se reproduit périodiquement. Dans la série animée Scooby-Doo, le monstre du Loch Ness fait une apparition mémorable, révélé bien sûr comme étant un homme déguisé. C'est devenu un trope culturel, le monstre mystérieux qui s'avère avoir une explication banale. Le monstre du Loch Ness a également influencé d'autres légendes lacustres à travers le monde. Après la popularité de Nessie dans les années 30, des rapports de monstres de lac ont commencé à surgir partout. Chum dans le lac Champlain aux États-Unis, Ogopogo dans le lac Okanagan au Canada, Morag dans le lac Morar en Écosse. C'est comme si Nessie avait donné la permission aux gens du monde entier de regarder leurs propres lacs locaux et d'imaginer ce qui pourrait s'y cacher. Voici le paradoxe cruel du monstre du Loch Ness. Pour que la créature existe, elle ne peut pas être seule. Il faudrait une population reproductrice d'au moins 10 à 20 individus pour maintenir une espèce viable sur le long terme. Avec les consanguinités et le risque génétique, même 20 individus seraient un minimum absolu. On parle de dizaines d'animaux, peut-être même une centaine. Maintenant, pensez à ce que ça signifie. Si 50 à 100 grandes créatures aquatiques vivaient dans le Loch Ness, elles devraient manger énormément. Une estimation approximative suggère qu'un plésiosaure de 6 mètres aurait besoin de consommer environ 30 kg de poisson par jour pour maintenir sa température corporelle. Multipliez ça par 50 ou 100 créatures et vous parlez de tonnes de poissons consommés quotidiennement. Or, les études sur les populations de poissons du Loch Ness ne montrent aucun signe d'une telle prédation massive. De plus, ces créatures devraient respirer. Si ce sont des reptiles comme un plésiosaure, elles devraient remonter à la surface régulièrement pour respirer de l'air. Avec des dizaines d'individus, on devrait avoir des observations constantes et claires, pas des aperçus occasionnels et ambigus. Les phoques et les dauphins dans les eaux écossaises sont vus régulièrement, précisément parce qu'ils doivent respirer. Pourquoi Nessie serait-il différent ? Et puis, il y a la question de la reproduction et de la mort. Si une population viable existe depuis des siècles, voire des millénaires, où sont les cadavres ? Aucun corps, aucun squelette, aucun os n'a jamais été trouvé. Certains arguments tentent d'expliquer que les corps coulent et se décomposent dans les profondeurs, mais même dans ce cas, des restes finiraient par être découverts. Les lacs sont régulièrement sondés, dragués, explorés par des plongeurs et des sous-marins. Comment une population entière d'animaux géants pourrait-elle mourir et disparaître sans laisser de traces physiques ? La biologie évolutive pose également problème. Comment une population de plésiosaures, des reptiles marins de l'ère du Crétacé, aurait-elle survécu à l'extinction massive qui a tué les dinosaures il y a 65 millions d'années ? Comment aurait-il migré vers un lac d'eau douce en Écosse alors que ce lac ne s'est formé qu'il y a environ 10 000 ans à la fin de la dernière période glaciaire ? Avant cela, la région était couverte de glace.
il n'y avait pas de lac. Donc, même si des plésiosaures avaient miraculeusement survécu jusqu'à récemment, ils n'auraient pas pu vivre dans le Loch Ness avant sa formation. Tous ces arguments logiques et scientifiques convergent vers la même conclusion. Le monstre du Loch Ness, tel qu'on l'imagine traditionnellement, ne peut pas exister. Les lois de la biologie, de l'écologie et de la physique sont contre lui. Et pourtant, les observations continuent. Voici la vérité brutale. Le monstre du Loch Ness n'existe probablement pas. Les preuves scientifiques sont accablantes, l'étude ADN de 2018 a été le dernier clou dans le cercueil. Les canulars ont été révélés, les explications rationnelles couvrent pratiquement toutes les observations. Si vous mettez de l'argent sur la table, vous devriez parier qu'il n'y a pas de monstre. Et pourtant, Nessie ne mourra jamais. Pas vraiment. Parce que Nessie n'est plus juste une créature biologique hypothétique. C'est devenu une idée, un symbole, un mythe au sens le plus pur du terme. Les mythes ne meurent pas juste parce qu'on les réfute scientifiquement, ils persistent parce qu'ils répondent à des besoins humains profonds. Nessie représente notre refus collectif d'accepter que le monde soit entièrement connu et prévisible. Il représente notre désir d'émerveillement, notre nostalgie pour un temps où les cartes portaient la mention « Ici, il y a des dragons ». Il représente notre espoir que la nature garde encore des secrets, que l'aventure est encore possible, que le prochain coin de rue pourrait révéler quelque chose d'extraordinaire. Dans un sens, peu importe si le monstre existe biologiquement, il existe dans notre imagination collective et c'est peut-être là qu'il a toujours été destiné à vivre. Les gens continueront de visiter le Loch Ness, de scruter ses eaux sombres, d'espérer apercevoir quelque chose d'inexplicable. Certains le feront par croyance sincère, d'autres par curiosité amusée, et d'autres encore simplement pour participer à une tradition culturelle fascinante. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera vraiment quelque chose. Peut-être qu'il y a effectivement une anguille géante exceptionnelle quelque part dans ses profondeurs. Peut-être qu'une nouvelle espèce de poisson encore non identifiée vit dans les zones les plus profondes du lac. La science a tort parfois. Des créatures qu'on pensait éteintes sont redécouvertes. Des espèces inconnues sont découvertes régulièrement. Le sélacanthe, un poisson préhistorique qu'on croyait disparu depuis 65 millions d'années, a été trouvé vivant en 1938. Qui dit que quelque chose de similaire ne pourrait pas arriver au Loch Ness? Probablement pas un plésiosaure. Probablement pas un monstre de 15 mètres de long, mais peut-être quelque chose. Et c'est ce peut-être qui maintient la magie vivante. C'est ce minuscule pourcentage d'incertitude qui permet au mythe de perdurer malgré toutes les preuves contraires. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler du monstre du Loch Ness, ne soyez pas trop rapide à le rejeter avec condescendance. Oui, c'est presque certainement un mythe. Oui, la science a fait son travail. Mais ce mythe nous dit quelque chose d'important sur qui nous sommes en tant qu'espèce, sur notre besoin d'émerveillement et de mystère, sur notre refus de laisser la rationalité tuer complètement notre imagination. Le monstre du Loch Ness est la preuve que même à l'ère de Google Maps et des satellites, même quand chaque centimètre carré de la planète est visible depuis l'espace, nous trouvons encore des moyens de croire en la magie. Et franchement, dans un monde qui peut parfois sembler trop petit, trop rationnel, trop prévisible, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin.